Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes dans les années 1830, sous la monarchie de Juillet. C'est le roi Louis-Philippe à l'époque qui est sur ce trône devenu constitutionnel. Et Hector Berlioz a le vent en poupe. Il a la trentaine, Berlioz, et depuis la création de sa symphonie fantastique, c'était justement en 1830, il y a eu le succès de son Requiem. Ça, c'était aux Invalides, le Requiem de Berlioz, 1837. Berlioz est un homme qui compte dans la vie artistique parisienne. Il est notamment feuilletoniste au Journal des Débats, très grand organe de presse, le Journal des Débats. Ça lui donne évidemment une certaine autorité dans le milieu. Ça lui procure aussi pas mal d'ennemis. Évidemment, quand vous écrivez avec un certain franc-parler, c'est assez logique. Il n'y a toutefois pas de consécration pour un compositeur français, surtout à cette époque, sans qu'il y ait un succès à l'Opéra de Paris. Et voilà donc la grande épreuve. En 1834, c'est Alfred de Vigny, son ami Alfred de Vigny, qui lui donne à lire la célèbre autobiographie de Benvenuto Cellini. C'est un livre très coloré, rocambolesque, ça s'appelle La Vita. Et dans cet ouvrage, le sculpteur florentin, l'orfèvre également, qui a été Cellini, sans doute le plus grand orfèvre de tous les temps, raconte sa propre vie. Il prend un peu de liberté sans doute avec la réalité. Le personnage, en tout cas, est coruscant. Il est exactement de nature à enthousiasmer Berlioz, qui va demander à un jeune poète, Léon de Vailly, ainsi qu'à Auguste Barbier, de lui confectionner un livret autour d'un des épisodes les plus importants de la vie de Cellini, qui est la fonte de la plus célèbre des statues que nous a laissé le maître, le célèbre Persée, vous savez, qui tient la tête de la Gorgone. Alors le livret est écrit, la partition l'est aussi bientôt, on refuse ça à l'Opéra Comique, mais finalement c'est l'Académie Royale de Musique qui accepte le livret. Il va donc falloir remodeler l'œuvre pour en faire un grand opéra. Voici ce que nous dit Berlioz lui-même. Duponchel, dans ce temps-là, dirigeait l'opéra. Il me regardait comme une espèce de fou dont la musique n'était et ne pouvait être qu'un tissu d'extravagance. Il s'en allait ensuite partout, disant qu'il montait cet opéra, non à cause de la musique, qu'il savait bien devoir être absurde, mais à cause de la pièce qu'il trouvait charmante. La musique, évidemment, surprend un peu certains, avec des répétitions qui sont houleuses. Les chanteurs, mais aussi les choristes et les instrumentistes trouvent cette musique vraiment trop savante, trop compliquée. On n'arrive pas à interpréter ça. Berlioz dit « On surprit deux musiciens un soir qui, dans le final du second acte, au lieu de jouer leur partie, jouaient l'air « J'ai du bon tabac ». C'est une façon comme une autre de protester, qu'est-ce que vous voulez ? La première n'en a pas moins lieu le 10 septembre 1838. Vous voyez, on est là à l'apogée de la monarchie de Juillet. Ça doit être aussi normalement l'apogée de l'œuvre de Berlioz. 10 septembre 38, la première de Benvenuto Cellini. Et l'œuvre est mal accueillie. Elle n'est pas mal, elle est très mal accueillie. On fit à l'ouverture un succès exagéré et l'on siffla tout le reste avec un ensemble et une énergie admirable, écrit Berlioz, qui, comme vous pouvez le voir, ne manquait vraiment pas d'humour. Et alors, on lit, là, dans la presse, des coups de griffe terribles. Grand opéra, écrit un critique. Grande représentation extraordinaire de Malvenuto Cellini par Hector en berlificose, avec pasquinades littéraires et arlequinades musicales. À la fin de la parade, une grande statue sera coulée, l'auteur aussi. Ah oui, on ne réservait pas ses avis à l'époque. Le ténor est en difficulté, c'est Gilbert Dupré, bien sûr, le grand ténor, qui est pas tellement motivé et qui va finir par abandonner. À l'issue d'une 4e soirée, Berlioz, complètement dégoûté, écrit lui-même au directeur pour retirer son œuvre. Et on peut dire que désormais, les portes de l'opéra lui resteront fermées. C'est Franz Liszt en 1852 qui remontera l'œuvre. Berlioz l'aura remanié d'ailleurs et ce sera présenté à Weimar. Enfin, ce sera un triomphe, ce qui, par la même occasion, remettra au devant de la scène historique un certain Benvenuto Cellini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il ?
cet artiste florentin de la Renaissance qui était né en l'an 1500, c'est facile à retenir, il est arrivé tard. Son père était déjà marié depuis 20 ans quand sa femme a enfin accouché de ce garçon inespéré qu'il a donc tout naturellement prénommé Bienvenu, qu'il soit le bienvenu, Benvenuto. Il fabriquait des instruments de musique pour les Médicis, le père. Il vivait à Florence, bien entendu. Il avait bien l'intention que son fils soit flûtiste, sauf que Benvenuto, lui, admirait beaucoup plus tout ce qui relevait des arts plastiques. Il voulait devenir dessinateur et sculpteur. Et il avait un modèle qui était Michel-Ange, bien entendu. Et ça va l'amener à entrer dans un atelier d'orfèvrerie, contre l'avis de son père, bien sûr. C'est une tête brûlée, cet adolescent qu'on voit constamment se bagarrer. Il est dans toutes les rixes, l'épée ou le poignard au poing, ce qui va lui valoir à plusieurs reprises d'être banni de la belle République de Florence. Il en profite pour se perfectionner à ce moment-là chez d'autres artisans dont il tire la substance. Tout l'intéresse, toutes les techniques. C'est un de ces fameux artistes polytechniciens de la Renaissance. Vous savez, technique des sceaux, art de graver les médailles ou de frapper les monnaies, art d'émailler également. Il est merveilleux dans le dessin. Bref, son talent est tellement spectaculaire qu'il provoque l'admiration de ses pairs. Cellini va finalement aller s'installer à Rome. C'est la grande capitale de la péninsule, bien entendu, capitale papale. Et d'ailleurs, c'est un pape Médicis, Clément VII, qui devient son protecteur à ce moment-là, qui lui demande toutes sortes de vases, de médailles, de bijoux, etc. Bref, on ne cesse de lui tresser des lauriers à ce Cellini qui commence à faire fortune. Arrive le fameux sac de Rome. Vous savez, 1527, les troupes de Charles Quint font le siège de Rome. Et qui est à la tête de ces troupes? Celui que nous considérons, nous, peut-être à tort, enfin peu importe, que nous considérons comme le plus grand traître de l'histoire de France, le connétable de Bourbon, bien entendu, qui a mis son épée au service de Charles Quint. Et l'on voit Cellini, là, posté sur les murailles de Rome, et il dira que c'est lui qui a tiré le fameux coup d'arquebuse, qui a tué le connétable Félon. Ça, c'est ce qui s'appelle un fait d'armes, tout de même. Les impériaux vont s'emparer de Rome, ça va être ce sac, cette mise à sac terrible. Pendant ce temps-là, le pape, avec la curie, est réfugié au château Saint-Ange, et il y a là, parmi les réfugiés, un certain Cellini, qui prête main forte aux bombardiers, qui s'improvise lui-même artilleur. Oh, tout ça n'a pas l'air de lui déplaire, du moment qu'il y a de l'action, il est là, Cellini. Il dira qu'il a sauvé le château à lui tout seul. Bon. En tout cas, il va aider à sauver le trésor papal, en démontant les pierreries des tiares et en les cousant discrètement dans les doublures des vêtements du pape qui va s'enfuir par les souterrains. Vous connaissez cette histoire, bien sûr. La situation se stabilise à Rome. Le pape va commander à Cellini de nouveau, va lui passer de nouvelles commandes, dont un superbe bouton de chape. Et Cellini nous dit, bouton de chape qui fut regardé comme le plus bel ouvrage qu'on eût jamais vu à Rome. Ah oui, vous aurez compris que ce garçon-là n'est pas vraiment fâché avec lui-même. Il suscite les jaloux, d'autant qu'il est, vous l'aurez compris, arrogant, sujet au coup d'éclat. Même le pape finit par s'impatienter. Un jour que, à la suite d'une nouvelle algarade, un de ses opposants est resté sur le pavé, là le pape dit non, c'est trop, saisissez-vous de Benvenuto et qu'on le pende sur le champ. Sauf que Cellini arrive à s'enfuir à temps, on l'a peut-être laissé s'enfuir pour tout vous dire, et finalement il va sauver sa vie. La langue perverse et menteur d'un de mes ennemis acharnés, écrira-t-il, avait si facilement irrité votre sainteté que dans sa fureur elle avait ordonné au gouverneur de m'arrêter et de me pendre à l'instant. Alors que comment va-t-il se défendre devant le pape? Si ce malheur avait eu lieu, dit-il, quel tort votre sainteté ne se serait-elle pas fait à elle-même en se privant d'un serviteur dont elle-même reconnaît le mérite? Oui. Bon. De toute façon, Clément VII meurt en 1534. Là, ce sont les ennemis de Cellini, dont Pompeo de Capitanis, qui est un sculpteur, un orfèvre comme lui. Ce sont eux qui vont prendre le dessus. Finalement, Cellini va finir par assassiner Pompeo en pleine rue, et le nouveau pape Paul III, oui, c'est bien Paul III, est averti de ce nouveau crime. Mais que va-t-il faire? Oh, dit-il, apprenez que des hommes uniques dans leur profession, comme Benvenuto, ne doivent pas être soumis aux lois. Ah bon, très bien.
Hélas, la faveur de Cellini auprès de ce pape va faiblir et c'est à ce moment-là que notre diable d'homme décide de partir pour la France. Vous écoutez Radio Classique. Dès qu'il y a un artiste qui se distingue particulièrement dans la péninsule italique, cet artiste intéresse la cour de France de l'époque et François Ier, bien sûr. Il faut vous dire que Cellini s'est gagné les faveurs d'Hippolyte d'Este, l'archevêque de Lyon, et qu'il essaie de se rapprocher de la cour de France. Sauf qu'il n'y a pas de proposition concrète et dans un premier temps, il préfère rentrer à Rome où il va rouvrir son atelier et c'est à ce moment-là qu'il est arrêté. On est en 1538, donc il a 38 ans. On l'accuse d'avoir gardé certaines des pierres que le pape lui avait demandé de démonter. Vous savez, au moment de la fuite au château Saint-Ange, 10 ans plus tôt. On va justement l'enfermer dans cette forteresse papale. Il est maintenant au château Saint-Ange et il décide de s'évader. Donc il va récupérer des draps qu'il arrache il enlève progressivement tous les clous de la porte en les remplaçant par de la cire mêlée à de la raclure de fer rouillé pour que ça ait l'air d'être des vieux clous. Et une nuit, il parvient à se rendre aux latrines d'où il grimpe sur le toit. Il va descendre grâce à ses draps dans une basse-cour au mur très élevé. Il dresse alors une poutre contre le mur au créneau duquel il attache le reste du drap et le voilà qui recommence à descendre. Ses mains sont complètement en sang, il est blessé, fatigué. À un moment, il va lâcher prise et le voilà qui tombe et sa tête heurte le sol. Et 1 heure plus tard, il se réveille, mais il a une jambe cassée, alors il va se traîner comme il peut. Là, il est à 4 pattes jusqu'à ce qu'un porteur d'eau accepte de le jucher sur son âne, et il va se retrouver chez un de ses protecteurs, le cardinal Cornaro, où on va le soigner. Et quand le pape apprend toute cette incroyable aventure, ça l'amuse. Il demande que Cellini soit ramené au château Saint-Ange et cette fois jeté dans un cachot sans lumière, rempli d'eau de tarentules et d'insectes venimeux, écrira Cellini. Évidemment, dans ces conditions, le prisonnier tombe malade. On le voit même perdre ses dents, il a des hallucinations, une espèce de crise de mysticisme qui va d'ailleurs le sauver du désespoir. Et finalement, lorsqu'Hippolyte d'Este, devenu cardinal de Ferrare, est mieux en cour, il en profite au cours d'une espèce de soirée qui dégénère comme souvent dans la Rome des papes de cette Renaissance. Il en profite pour réclamer de la part du roi avec grande instance, en avançant que le roi en avait grand désir, il réclame que le pape confie Benvenuto Cellini au roi de France. Et le cardinal va donc arracher sa libération qui a lieu dans la nuit, ça ne s'invente pas, du 24 décembre 1539. Voilà un cadeau de Noël pour Benvenuto qui va donc se refaire une santé et partir pour la France. Et alors en France, il est accueilli, mais alors véritablement, j'allais dire comme un chef d'État, il est magnifiquement accueilli par François Ier qui le charge de réaliser 12 statues candélabres monumentales. Elles doivent faire 2 mètres, elles doivent être en argent, les statues en question, pour représenter les dieux et les déesses de l'Olympe et orner la grande galerie toute neuve du château tout neuf de Fontainebleau. Et le roi, pour ça, va doter Cellini d'une confortable pension. Il l'installe dans un bel hôtel en face du Louvre avec ses compagnons. Il a là un grand atelier, il a tout le matériel nécessaire, il a tous les serviteurs à sa disposition, mais c'est le rêve, évidemment. Et il va commencer par un grand Jupiter en argent. Et là, son imagination s'emballe, c'est Cellini quand même. Il fourmille d'idées, il ne peut pas résister à l'envie de profiter des moyens incroyables qu'on lui offre pour se lancer dans d'autres projets parallèles, parce qu'il n'est pas capable de faire une seule chose. Et c'est comme ça qu'il va présenter son fameux projet de salière, qui plaît énormément. La salière, cette nef absolument extraordinaire avec Neptune, là, que vous avez peut-être à l'esprit. Le roi, à ce moment-là, lui fait donner l'or nécessaire à la réalisation de cet objet qui doit être le plus extraordinaire objet qu'on ait jamais vu. Une somme conséquente qu'il devra défendre
à la pointe de son épée sur le chemin de son autel, c'est en tout cas ce qu'il raconte. Cette salière, c'est l'unique objet d'orfèvrerie qu'on ait conservé de la main de Cellini. C'est le chef-d'œuvre en or émaillé sur un socle d'ébène. Vous avez ces deux statuettes de Neptune et d'Amphitrite, la mer d'un côté et la terre de l'autre, si je puis dire, qui portent l'une le sel et l'autre le poivre. Il faut arriver à suivre, si je puis dire, Cellini dans tous les extraordinaires projets qu'il multiplie. Il a également un projet grandiose de porte en bronze, dont seul le tympan sera réalisé. C'est la nymphe de Fontainebleau, ce bas-relief semi-circulaire sculpté d'une nymphe allongée au milieu des animaux de la forêt. Bon, bref, il y a aussi un projet de colosse qui devrait faire 20 mètres de haut. Enfin, voyez un peu. Tout cela fait que le travail sur le Jupiter n'avance pas tellement et que François Ier commence quand même à s'impatienter. En novembre 1544, le roi rend visite à l'artiste dans son atelier et le but, c'est de lui savonner la tête un peu. Je me souviens de vous avoir commandé expressément de me faire 12 statues d'argent, dit François Ier. C'est tout ce que je voulais. Vous avez voulu me faire une salière, des vases et des têtes, des portes et tant d'autres choses que je suis fort marri de vous voir traîner dans l'exécution de mes volontés et tout appliquer à satisfaire les vôtres. Si vous croyez pouvoir agir ainsi, je vous ferai voir comment j'en use quand je veux qu'on agisse à mon gré. Je vous le dis donc, veillez à m'obéir en tout, car si vous vous obstinez dans vos caprices, vous vous cognerez la tête contre un mur. Oui, c'est ce que c'est que se cogner la tête, Cellini. Ça lui est arrivé un certain nombre de fois dans sa vie. Bref, il prend peur quand même cette fois. En janvier 45, le Jupiter est prêt. Hélas, il sera fondu, il sera détruit une vingtaine d'années plus tard. Voilà donc l'ouvrage qui a coûté 10 000 francs et qu'on a mis 4 ans à finir, dit la duchesse d'Étampes. Qui est la duchesse d'Étampes? Oh, mais c'est celle qui règne sur la cour de France à l'époque. C'est la favorite en titre de François Ier. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Et quand elle voit que, faut dire qu'il y a autour de la duchesse d'Étampes toutes sortes de personnes qui l'ont monté littéralement contre le sculpteur florentin et romain. Et on lui a dit notamment que toute la draperie dont étaient enveloppées les hanches de Jupiter servait à cacher un défaut dans la statue. Alors elle dit, et cela là, cette draperie que vous avez mis autour de la statue, est-ce que ça ne cherche pas à cacher quelque chose? Et Cellini est un peu agacé. Il dit, je lui ai mis cette chemise par honnêteté, mais puisque vous n'en voulez pas, vous ne l'aurez pas. Et à ce moment-là, il arrache le voile et on voit Jupiter dans toute sa nudité. Vous semble-t-il qu'il soit bien équipé? Demande l'artiste. Évidemment, la duchesse d'Étampes détourne le regard, elle est outrée, verte de rage en vérité. Le roi, lui, éclate de rire. Mais Benvenuto Cellini, pour un bon geste et un bon mot, vient de prendre le risque de se mettre à dos la dame importante de la cour de France et il comprend qu'il vaut mieux pour lui qu'il prenne le large. Le voilà qui repart pour son Italie natale, le voilà qui repart pour Florence. C'est un retour au bercail en quelque sorte, il n'aura plus jamais l'occasion de profiter de la prodigalité de François Ier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est dans la Florence de Côme de Médicis qu'on va voir Cellini s'attaquer donc à son grand œuvre, à ce Persée brandissant la tête de la Gorgone Méduse. Magnifique ouvrage. Et le jour de la coulée de bronze qui doit terminer, qui doit parachever son œuvre, il prépare un immense feu sous le fourneau qu'il a rempli de lingots de cuivre et de bronze. Il est épuisé, il est pris d'une fièvre si violente qu'on est obligé de l'aliter. Il donne ses instructions aux ouvriers. Il est persuadé qu'il est en train de mourir et qu'il va donner comme ça son testament en quelque sorte au monde. Et quelques instants plus tard, on vient lui annoncer piteusement que tout est perdu. Le métal a coagulé dans le fourneau trop refroidi. Aux paroles de ce malheureux, racontera-t-il, je poussais un cri si terrible qu'on l'aurait entendu au 7e ciel. Je me jetais à bas du lit. Ah, traître, ah, envieux, c'est une trahison préméditée, mais je jure Dieu que je saurai à quoi m'en tenir et qu'avant de mourir, je prouverai qui je suis et de telle façon que plus d'un en sera épouvanté. Et donc, il rassemble ses forces pour faire réchauffer le fourneau. On est à 2 doigts de mettre le feu à l'atelier. Après 1000 efforts, dit-il, un bruit terrible se
fit entendre, accompagné d'un éclair aveuglant, comme si la foudre eût éclaté devant nous. Je m'aperçus que le couvercle venait d'éclater et se soulevait de telle sorte que le bronze débordait. Mais la quantité de métal est insuffisante, il ne coule pas bien, il faut le liquéfier. Je fis alors prendre tous mes plats, mes écuelles et mes assiettes d'étain qui étaient au nombre d'environ 200 et les jetai dans le fourneau. Et c'est cette inspiration soudaine, c'est cette espèce de geste désespéré qui va sauver la statue. L'œuvre sera dévoilée au public en 1554 et c'est évidemment le chef-d'œuvre de Cellini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Comme le dit Julia Lebrun qui a préparé toute cette émission, un personnage tel que Cellini ne pouvait que fasciner le romantique Berlioz. Il s'est certainement trouvé beaucoup d'affinités avec cet artiste hors norme, au tempérament excessif, marginal, indomptable et farouchement indépendant. Il y a d'ailleurs des parallèles troublants entre les mémoires de Cellini et ceux de Berlioz. Ils sont confrontés au même type de problème, même fausses promesses des puissants et difficultés à se faire payer, même ardeur créatrice, même lutte pour s'imposer et accomplir des œuvres malgré les persécutions des rivaux et même conscience de leur haute valeur et supériorité. Est-ce qu'on peut parler en quelque sorte d'un complexe de supériorité? En tout cas, dans l'opéra, c'est vrai qu'on le voit constamment à l'image de l'orfèvre se superposer celle de Berlioz lui-même et le livret de manière assez fantaisiste mêle plusieurs épisodes des mémoires de Cellini en ajoutant en outre une histoire d'amour fictive qu'on ne connaît pas dans la vie de Cellini, qui certes était un jouisseur, à qui on connaît pas mal de maîtresses et quelques amants, mais dont on ne connaît pas d'histoire d'amour sérieuse. L'opéra se concentre sur cet épisode fondamental de la fonte du Persée. Alors dans l'opéra, le Persée est commandité par le pape, bon, admettons. En tout cas, pour Berlioz, il s'agit bien sûr d'une métaphore et d'une allégorie des affres de la création. Le geste du Persée brandissant la tête décapitée de Méduse, c'est le geste final de triomphe de l'artiste qui est venu à bout de son œuvre. Vous écoutez Radio Classique.